Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'influence de la démographie sur la survenue et le développement des épidémies et plus largement des pandémies, et en retour des répercussions des pandémies sur la démographie. Mais pour commencer, il me semble utile pour la suite de brosser un tableau d'ensemble de l'évolution de la population mondiale depuis au moins 2 siècles. On commencera donc par le passage du premier milliard, généralement situé par les démographes à l'époque napoléonienne et plus précisément lors de la création du Code civil en 1804. 123 ans plus tard, en 1927 donc, au moment où Lindbergh traverse l'Atlantique, la population mondiale est évaluée à 2 milliards. 33 ans plus tard, en 1960, au moment des indépendances africaines, nous sommes 3 milliards. 14 ans plus tard, en 1974, lors de l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, nous sommes 4 milliards. 13 ans plus tard, en 1987, année d'un krach boursier, nous sommes 5 milliards. 12 ans plus tard, en 1999, lors du naufrage de l'Erika, nous sommes 6 milliards. À nouveau 12 ans plus tard, en 2011, lors de la catastrophe de Fukushima, nous sommes 7 milliards. Et enfin aujourd'hui, 10 ans après, la population mondiale est évaluée à 7,9 milliards. Comme vous l'aurez remarqué, au fil du temps, les délais pour passer d'un milliard au suivant se sont considérablement raccourcis. Et c'est ce qu'on va voir sur le tableau récapitulatif suivant. Dans la dernière colonne, vous constaterez qu'il a fallu plusieurs centaines de milliers d'années pour que l'humanité atteigne le premier milliard, et qu'ensuite les échéances n'ont cessé de se raccourcir. Il y a quelque chose de vertigineux entre la croissance initiale et celle que nous connaissons aujourd'hui. Maintenant, sous la barre horizontale en pointillé, vous avez les projections des démographes de l'ONU. Elles sont habituellement publiées tous les 2 ans à la veille de l'été. Il se trouve que les dernières datent de juin 2019, soit il y a plus de 2 ans. Ce retard provient des incertitudes démographiques liées au Covid, qui apparaît donc ici pour la première fois dans mon intervention. Pour l'instant, les projections ont été repoussées d'au moins 6 mois. Cependant, si l'on s'en tient à ces projections, le cap du 8e milliard devrait être franchi début 2023, soit encore une fois 12 ans après le précédent. Par la suite, cela devrait se ralentir un peu, mais le 10e milliard devrait néanmoins être atteint un peu après le milieu du siècle, et la population mondiale aura donc été multipliée par 10 en 2 siècles et demi, ce qui, pour la planète, constitue une croissance et une charge énormes. 1 milliard tous les 12 ans, cela correspond à 80 millions de personnes tous les ans. Tous les ans donc, il faut construire des villes, des routes, des aéroports, trouver l'énergie pour chauffer les habitations et pour pouvoir se déplacer. Il faut aussi mettre en culture de nouvelles terres ou bien augmenter les rendements. Il faut enfin trouver l'eau douce nécessaire, et ce, pour une population équivalente à celle de l'Allemagne ou encore celle de la Turquie. Et puis tous les jours, la planète accueille plus de 200 000 personnes supplémentaires, solde naissance moins décès, ce qui correspond à Paris tous les 10 jours. On peut enfin se poser la question des projections pour la fin du siècle et des régions du monde qui vont connaître une augmentation de leur population. Eh bien, il s'agit essentiellement de l'Afrique, et plus particulièrement de la zone intertropicale, qui à elle seule pourrait accueillir plus de 90% des 3 milliards d'humains annoncés en plus d'ici à 2100.
Notez cependant que ce continent n'est pas aujourd'hui surpeuplé. Par contre, si ces projections se réalisent, et compte tenu qu'un tiers de sa superficie est constitué de déserts, avec plus de 4 milliards d'habitants, l'Afrique sera surpeuplée. On se rapproche maintenant du sujet de cette vidéo, en remarquant tout d'abord que la démographie est au centre de tous les dégâts environnementaux et humains. Elle joue en effet un rôle important dans le réchauffement climatique, la perte de la biodiversité, les problèmes d'approvisionnement en eau douce, la pénurie annoncée des ressources fossiles, mais aussi dans nos impacts sur les océans, dans le fléau de la déforestation dont il est aussi régulièrement question, dans la perte des terres arables via l'artificialisation des sols, dans les pollutions diverses dont celle des plastiques sur laquelle on insiste aujourd'hui, et enfin, concernant les migrations avec leur cortège de drames. Enfin, on rajoutera sur ce visuel cette question des épidémies et des pandémies qui a fait son apparition de façon fracassante à l'occasion du Covid, mais que certains spécialistes avaient annoncé depuis un moment. Je vais donc traiter dans un premier temps des effets de la démographie sur les pandémies et en retour des effets des pandémies sur la démographie mondiale et locale. On s'intéresse maintenant aux origines des pandémies, dont on va voir qu'elles sont assez diverses, mais qu'elles ont pratiquement toutes à voir avec la démographie. Et pour commencer, quand on parle des épidémies, on doit se demander quels sont les agents infectieux qui les provoquent. Il peut s'agir de bactéries, qui sont d'ailleurs à l'origine de la majorité des décès liés aux épidémies, mais aussi bien entendu des virus, comme c'est le cas aujourd'hui pour le Covid-19, ou encore de parasites, à l'origine par exemple du paludisme. Dans ce visuel, on se contentera d'une liste des deux premiers. Sans entrer dans les détails, il peut être intéressant de savoir que les virus sont en moyenne 1000 fois plus petits que les bactéries et qu'il est plus dur de lutter contre eux car ils sont insensibles aux antibiotiques. Parmi ces deux agents, j'ai fait ressortir des pathogènes qui seront cités par la suite. Première origine importante, la colonisation de territoires pris sur la nature. En effet, pour répondre aux besoins d'une population en croissance extrêmement rapide, comme on l'a vu précédemment, et qui aspire bien sûr à vivre mieux, nous avons besoin de changer l'affectation des terres. Ce changement se fait, pour beaucoup, via la déforestation, et l'on voit ici que 80% de celle-ci est due à l'agriculture, le reste se partageant entre la construction de routes et de barrages, les activités minières et l'urbanisation. Cependant, ce modeste 5% est trompeur, car les villes construites au détriment direct des forêts ne sont effectivement pas légion. Par contre, comme on le voit ici, entre 1950 et 2050, en un siècle donc, il y aura eu 6 milliards d'urbains supplémentaires. Il faut savoir qu'à l'origine, les villes ont été pour la plupart construites au milieu de zones fertiles. Or, comme l'urbanisation se fait essentiellement par étalement urbain, elle se fait donc au détriment des zones agricoles d'origine. En réalité, plus de 60% de l'expansion urbaine de ces 50 dernières années dans le monde s'est effectuée sur des terrains agricoles. Les terres fertiles perdues d'un côté sont donc indirectement récupérées ailleurs, et l'urbanisation de ces milliards d'individus joue donc un rôle plus important qu'il n'y paraît. Sur cette diapo, on voit l'évolution de la surface forestière mondiale sur une trentaine d'années. La perte nette, déforestation moins reforestation, est évaluée à 50 000 km² par an, ce qui équivaut à une perte forestière de la surface de la France tous les 10 ans. Par ailleurs, on retrouve en noir des pays qui font parler d'eux sur ce sujet, tels le Brésil, le Nigeria ou l'Indonésie. Voici d'ailleurs l'île de Bornéo, qui est à 70% indonésienne. On peut voir qu'à cause de l'huile de palme, le couvert forestier s'est réduit comme peau de chagrin. Quant à l'Amazonie,
c'est un véritable désastre. À ce stade, on peut se demander ce qu'il en est du rapport entre la déforestation et nos virus ou bactéries. Eh bien, on y vient. En effet, cette déforestation se traduit, entre autres, par des atteintes à la biodiversité dans les zones intertropicales. Ces atteintes à la biodiversité sont la conséquence de la perte, ou du rétrécissement comme ici, de l'habitat de la faune sauvage. Comme on le voit, les animaux se retrouvent de plus en plus concentrés. La diminution de cet habitat provoque l'augmentation de la densité des espèces dans les forêts restantes, et bien sûr aussi la disparition de certaines d'entre elles, comme par exemple celles qui ne peuvent pas se déplacer assez vite. Les interactions forcées entre les espèces restantes provoquent du stress, qui affaiblit, et facilite les contacts et donc la transmission des unes aux autres de virus et autres germes pathogènes. Les virus sont transmis d'un animal vers un autre animal, puis de l'animal vers l'homme. On parle alors de zoonose. Ensuite seulement interviendra la transmission interhumaine. Il faut savoir que les chauves-souris, dessinées en haut, constituent le principal réservoir des virus émergents. Et il en existe plusieurs centaines d'espèces. Ebola est un exemple de zoonose qui trouve son origine chez la chauve-souris. Quant au VIH, il provient du contact avec les singes. Enfin, un virus ou une bactérie qui à l'origine n'est pas pathogène, ou qui peut ne pas l'être parce qu'il vit en symbiose avec son hôte, comme les très nombreuses bactéries que nous hébergeons dans nos intestins, peut le devenir lorsqu'il passe chez l'homme. Deuxième origine possible de notre mise en contact avec des virus ou des bactéries, la consommation de viande de brousse et la pharmacopée traditionnelle. Cette consommation est due, d'une part, au manque d'autres nourritures de certaines populations démunies, et d'autre part, à des modes alimentaires et des pratiques culturelles obsolètes lorsqu'on retrouve ce gibier sur les étals de certains marchés. Or, ces espèces sauvages consommées peuvent être infectées. Vous avez ici le fameux pangolin accusé un peu vite d'être l'hôte intermédiaire du Covid. Ceci étant, il est justifié de figurer ici puisque chassé illégalement pour sa chair, mais aussi ses écailles qui sont utilisées par la médecine traditionnelle chinoise qui lui attribue des vertus thérapeutiques. Le commerce et la consommation d'animaux sauvages se fait ouvertement sur des marchés en Chine, au Vietnam et dans toute l'Afrique centrale et de l'Ouest. Par exemple, sur le marché du Wuhan, ville foyer du Covid, on trouvait à la vente de multiples espèces dont des renards, des civettes, des hérissons, des porcs-épics, des salamandres ou encore des tortues. Il faut enfin citer l'orpaillage qui, dans des zones reculées, met en contact des hommes, des chercheurs d'or clandestins appelés garimperos, avec la faune sauvage. Toujours parmi les origines possibles, il faut maintenant parler de la proximité avec les élevages industriels. Sur cette proximité et ses conséquences, il existe un exemple bien documenté de la transmission de la faune sauvage aux espèces domestiques et ensuite aux hommes. Il s'agit de l'épidémie à virus Nipah. En 1997, dans un grand élevage intensif de porcs de Malaisie, suite à la déforestation, des chauves-souris frugivores porteuses du virus Nipah ont été attirées par les arbres fruitiers plantés autour de l'exploitation. Le virus s'est alors propagé aux porcs par la consommation de fruits contaminés par la salive ou l'urine des chauves-souris. La propagation de l'infection entre les porcs a été facilitée par la densité élevée des porcs et par le transport de ces animaux entre des exploitations. L'épidémie a ensuite gagné l'Inde et le Bangladesh. La létalité du virus Nipah est extrêmement forte, entre 40 et 75%. Pour l'instant, la flambée épidémique semble circonscrite dans certains territoires de l'Inde. Toujours parmi les origines, voici le cas des perturbations environnementales, et donc ici la construction du barrage d'Assouan en 1977,
nécessité par les besoins croissants en électricité de l'Égypte, qui au passage est un des pays les plus surpeuplés au monde. Ce barrage, par les nouvelles zones humides créées, a provoqué la prolifération de moustiques qui ont servi de vecteurs au virus de la fièvre de la vallée du Rift. Autre perturbation environnementale, l'irrigation, et en l'occurrence ici l'irrigation des rizières par inondation. Pour les mêmes raisons que précédemment, ces zones humides ont provoqué la prolifération d'un moustique, le culex, qui a développé l'infection dite du virus de l'encéphalite japonaise, maladie vectorielle ici encore. Signalons enfin que depuis les années 1990, le paludisme, qui est donc dû à un parasite, se propage au Pérou à mesure que les rizières se développent. Voyons maintenant le rôle joué par le réchauffement climatique. En pratique, il n'est pas encore suffisant pour être considéré comme une des causes importantes de l'apparition, du développement et de l'extension des épidémies. Cependant, dans l'avenir, il pourrait jouer un rôle significatif dans la propagation des maladies vectorielles. En effet, du fait du réchauffement, les moustiques auront la possibilité de se déplacer du sud vers le nord. C'est déjà le cas du moustique tigre, de son vrai nom Aedes albopictus, mais sa remontée actuelle est essentiellement due à son embarquement à bord de voitures ou de camions plutôt qu'à un déplacement occasionné par le réchauffement. Ceci étant dit, lorsque le réchauffement jouera un rôle, comme il est en grande partie dû à la croissance démographique, la causalité première de l'origine des pandémies restera la même. Si l'on veut être exhaustif et même objectif quant à l'origine des virus, on est obligé d'aborder la question de l'échappement de laboratoire. Nous savons en effet aujourd'hui que ce qui a été considéré au début comme une théorie complotiste fait maintenant partie des hypothèses. Le Covid-19 aurait pu sortir du laboratoire P4 de Wuhan. Dans le même ordre d'idées, c'est-à-dire l'intervention malencontreuse de l'homme, on se doit de mentionner le cas des traitements qui dérapent et citer l'épidémie due au virus de l'hépatite C, déclenchée en Égypte dans les années 1950 à cause d'un programme national de vaccination massive avec des seringues non stérilisées. Alors évidemment, on peut se dire qu'il y a toujours eu des épidémies. Et en effet, si on remonte dans le passé lointain, durant des millénaires, les forêts intertropicales n'étaient habitées que par quelques populations de chasseurs-cueilleurs, éparses, se déplaçant peu et qui s'alimentaient, entre autres, avec cette même viande de brousse dont on a déjà parlé. Si une zoonose se déclarait, elle se limitait souvent à la tribu, dont les membres étaient en partie décimés. Ensuite, avec les débuts de l'agriculture et de l'élevage, des épidémies se sont produites il y a 10 à 12 000 ans en arrière, au Néolithique, en Mésopotamie inférieure. Enfin, depuis le début de notre ère, il y en a eu régulièrement. On peut citer au Moyen-Âge la peste noire en 1347, qui a tué entre 30 et 50% des Européens, ainsi que la grippe espagnole, qui, vers la fin de la guerre 14-18, a causé plus de décès que le conflit lui-même. Ceci étant, même si elles sont beaucoup moins meurtrières aujourd'hui, du fait des énormes progrès de l'hygiène et de la médecine, les études scientifiques montrent une augmentation du nombre d'épidémies chez l'humain depuis 40 à 50 ans. Et ce, même en tenant compte de l'effort de surveillance qui s'est renforcé et qui constitue un biais. Et c'est ce que l'on peut voir ici sur ce visuel de l'Institut Pasteur, où l'on retrouvera quelques noms déjà cités. Nous voici maintenant au stade, sinon du patient zéro, du moins de celui où un certain nombre de personnes sont infectées, et nous allons voir dans cette nouvelle partie quels sont les facteurs qui vont favoriser la diffusion de l'épidémie naissante. Les foyers des épidémies récentes se situent principalement en Asie, qui, avec ses 4,6 milliards d'habitants, est un continent surpeuplé.
en atteste sa densité de population, indiquée ici, et qui est nettement supérieure à celle des autres continents. Ceci resterait d'ailleurs vrai si l'on incluait dans le calcul la Sibérie quasi désertique. Or, plus il y a de monde, plus il y a d'individus susceptibles d'être infectés. Ce d'autant plus que localement, certaines densités de population sont très élevées, la densité favorisant, comme on sait, la propagation d'une épidémie. La province de Hubei, dont la population est de l'ordre de celle de la France, a une densité de population quasiment 3 fois supérieure à la nôtre qui, rappelons-le, est de 120 habitants au kilomètre carré. Quant à Wuhan, foyer du Covid, c'est une ville très dynamique et connectée au reste du monde, et qui, dans le même temps, comme on l'a vu précédemment, possédait un marché aux animaux où se vendaient des espèces protégées au niveau mondial. Démographiquement, Wuhan, c'est donc comme l'agglomération parisienne. Imaginons que Paris ait été le foyer du Covid. Cette abondance des populations conduit à une abondance des élevages qui peuvent jouer un rôle important en tant que relais d'une épidémie. En Asie du Sud-Est, par exemple, on a souvent la ville au centre, les élevages en périphérie, et très vite au-delà de grands massifs forestiers qui concentrent une forte diversité biologique. Ces élevages peuvent donc être considérés comme des ponts entre la biodiversité et les populations humaines, permettant le transfert de micro-organismes de l'une vers les autres. En dehors des questions éthiques, dans les élevages industriels monospécifiques, il y a plusieurs facteurs de vulnérabilité, de forte densité, du stress et une faible diversité génétique. Toutefois, la mise en place de strictes mesures de biosécurité est censée limiter l'entrée des pathogènes. Cependant, si une émergence se produit, l'infection peut se propager comme une traînée de poudre, du fait de la combinaison de ces facteurs de vulnérabilité. Voyons maintenant la carte de la densité des bovins pour 3 continents. On remarque au moins 2 choses. Tout d'abord, les densités sont du même ordre en Asie et en Europe. Mais on peut néanmoins considérer que les conditions sanitaires sont globalement meilleures ici. La présence d'élevages de ce type en Inde pourrait surprendre si l'on ne savait pas qu'ils sont destinés à l'exportation. Concernant les élevages de porcs, nos densités sont comparables avec celles de la Chine pour des raisons culturelles et alimentaires. On remarque aussi leur absence dans les pays musulmans, Afrique du Nord et Indonésie. Ceci dit, le Moyen-Orient n'est pas en reste, puisqu'à cause de ces nombreux élevages de chameaux, il a eu à faire face à un coronavirus, le MERS-CoV, ou syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Quant aux poulets, leur nombre est évalué à 20 milliards dans le monde, avec des densités parfois comprises entre 1000 et 10 000 au kilomètre carré. Ce qui ne doit pas nous étonner quand on se souvient de l'image précédente. Ce sont ces élevages de poulets ou de canards qui ont souvent servi de relais au virus des grippes aviaires, ayant régulièrement conduit à plusieurs millions d'abattages. La diffusion internationale des épidémies est liée aux innombrables échanges et déplacements, bref, à la mondialisation. Elle peut se faire par air, par mer ou par terre. Mais je ne traiterai ici que des 2 premiers. Et tout d'abord le trafic aérien. Il faut savoir qu'avant Covid, il y avait de l'ordre de 100 000 vols commerciaux par jour, conduisant à des déplacements individuels compris entre 4 et 5 milliards par an. Ce nombre astronomique de déplacements aériens permet de transporter les virus et bactéries à des milliers de kilomètres en quelques dizaines d'heures seulement. Le trafic maritime, lui aussi très dense comme on le voit, sert essentiellement au transport de marchandises et d'animaux. Et ce sont surtout ces derniers qui participent à la diffusion des épidémies, et en particulier les passagers clandestins que sont les moustiques voyageant en fond de cale avec des pneus, des plantes et les eaux croupies. Les déplacements modernes, qu'ils soient aériens ou maritimes, n'ont absolument plus rien à voir avec ceux d'antan,
qui étaient excessivement moins nombreux et très lents. Il fallait des semaines ou des mois pour arriver à destination, que ce soit en caravane ou à bord de bateaux. Et c'est d'ailleurs ainsi que la peste noire est arrivée par le port de Marseille et s'est ensuite diffusée à toute l'Europe. Par la suite, un système de quarantaine a été mis en place, qui a relativement bien fonctionné jusqu'en 1720, où la quarantaine a été contournée. Notre épidémie de départ, qui a démarré localement pour une des nombreuses raisons que l'on a vues, et qui a pu se diffuser grâce aux moyens modernes de transport, prend pied maintenant un peu partout dans le monde. Les métropoles d'arrivée, qu'elles soient desservies par des ports ou des aéroports, ont en commun d'être elles aussi très peuplées, d'avoir une densité élevée et une forte continuité spatiale. Par exemple, la région parisienne, qui est équivalente à un carré de 35 km de côté, contient plus de 10 millions d'habitants, soit 1/6 de la population du pays, et elle est caractérisée par une forte continuité spatiale, c'est-à-dire peu de distance entre les agglomérations. En fait, même avec des secteurs à forte densité, mais suffisamment éloignés les uns des autres, on peut s'adapter et prendre des mesures différentes. Pendant la crise sanitaire, passé la sidération première, certains départements ou régions auraient ainsi pu ne pas être forcément logés à la même enseigne. À une échelle plus petite, à un certain moment de l'épidémie, concernant le port du masque en extérieur, il a été question de l'obliger dans certaines zones de la capitale et pas dans d'autres. Mais du fait de la continuité spatiale, du fait qu'il n'y a pas d'espace ou de zone tampon, ça a été rapidement abandonné. Si l'on ne s'intéresse qu'aux épidémies du type Covid, notre mode de vie citadin leur offre un boulevard. Les centres commerciaux, cinémas, théâtres, salles de concert, musées, bars et restaurants ont tous en commun d'être des lieux fermés, propices à la contamination. Même les grands rassemblements en plein air ne sont pas épargnés. Festivals et rencontres sportives brassent en effet beaucoup trop de monde. Nous avons jusqu'ici énuméré les origines variées d'une crise épidémique et les différents éléments qui lui permettent de se développer. Pour compléter ce dernier point, on est donc amené à traiter des réactions à cette crise, car celles-ci peuvent exercer une influence en termes d'atténuation ou au contraire d'amplification du problème. On prendra ici l'exemple de la France face au Covid. En termes d'impréparation, on citera surtout le non-renouvellement du stock de masques, pourtant prévu depuis au moins 2010, et la grippe H1N1. De plus, comme on le voit sur cette diapo, même en début de pandémie, on continuait à brûler des masques chirurgicaux considérés comme périmés. L'exemple type de maladresse, et c'est un euphémisme, est la façon dont l'ex-porte-parole du gouvernement s'adressait à nos concitoyens en leur affirmant que, tout comme elle, ils ne sauraient pas mettre un masque. Quant à l'incompétence, il s'agit entre autres, et au début, de la critique du port du masque par tous, décrit comme inutile, voire contre-productif, car donnant un faux sentiment de sécurité. Plus impactant peut-être la question des frontières, qui, pour d'obscures raisons, n'ont pas été soumises à des contrôles stricts, avec mise en quatorzaine, comme dans nombre de pays asiatiques. Finalement, on doit constater que la gestion des débuts n'a pas été à la hauteur, même s'il faut reconnaître que celle-ci s'est plutôt améliorée par la suite. Pour ce qui est des systèmes de santé défectueux, cela concerne un peu notre pays, mais surtout les pays en développement, qui ont certainement de gros efforts à réaliser s'ils veulent mieux faire face aux crises futures. On en vient maintenant à la dernière partie de cet exposé, et qui s'intéresse donc à l'impact en retour des épidémies sur la démographie. Il s'agira ici de quantifier les conséquences en termes de décès et de naissance de ce type de crise. Concernant ces deux aspects du problème, il est bien évident qu'il est hors de question de s'en satisfaire, tant il est vrai que c'est justement pour éviter ce genre d'événements malheureux que notre association préconise une gestion raisonnable de la démographie mondiale.
On commence par regarder le classement des pays en fonction du nombre de décès par million d'habitants, tel qu'établi par la Banque mondiale en date d'avril 2021. Ce classement est, de notre point de vue, le plus significatif. On remarquera que pour la période indiquée, d'une part, ce sont certains pays européens de l'Est qui sont en tête, et d'autre part, que le Brésil et les États-Unis, dont la mauvaise gestion pandémique a souvent été pointée du doigt, arrivent néanmoins derrière 3 pays européens de l'Ouest. Mais ce qui va surtout nous intéresser, c'est l'ensemble des décès Covid dans le monde depuis les débuts de la pandémie et jusque fin octobre 2021, soit sur 20 mois. Si l'on s'en tient aux déclarations de chacun des pays, le nombre de morts sur cette période est évalué à 5 millions. En définitive, ramené sur 12 mois, cette perte correspondrait à 4% de la croissance démographique mondiale annuelle. Ce constat est évidemment triste pour les personnes et douloureux pour leurs proches, mais sur la courbe de progression de la démographie mondiale, à ce stade, on ne verra pas vraiment d'inflexion. Ajoutons que même si le nombre de décès est minoré, et mécaniquement le pourcentage aussi, cela ne changera pas grand-chose à la courbe. Ce tableau fait aussi référence à la 20e place de la France, dont il va être maintenant question. Tout d'abord, sur ces courbes de l'Institut national d'études démographiques, l'INED, qui indiquent les décès dus aux épidémies sur ces 7 dernières années, on voit clairement que le Covid a été nettement plus meurtrier que les grippes saisonnières. On va se concentrer maintenant sur l'année 2020, qui est la seule année légale complète pour laquelle on dispose de statistiques. Comme on le voit ici, il y a 2 façons d'appréhender la question des décès Covid. Soit, comme l'INED, on regarde le nombre de décès supplémentaires par rapport à 2019, auquel on soustrait les décès attendus et causés par le vieillissement continu de la population, soit, comme Santé publique France, on comptabilise les décès à l'hôpital en 2020, auquel on rajoute, avec moins de précision sur le chiffre, ceux attribués aux décès Covid à domicile. On constate alors une différence qui s'explique d'une part par le fait que la grippe saisonnière de 2020 a été beaucoup moins meurtrière qu'habituellement, ce grâce aux gestes barrières et au confinement, et d'autre part grâce à un nombre d'accidents de la route plus faible en raison des diverses restrictions de déplacement. Par ailleurs, il faut savoir que certaines personnes décédées du Covid seraient de toute façon parties dans l'année à cause de leur mauvaise santé. En fait, si l'on est entré autant dans le détail, c'est parce que sur une courbe démographique, ce sont bien ces décès supplémentaires qui comptent et non ceux annoncés pour le Covid. Ainsi, ces 42 000 décès en plus pour 2020 correspondent à 30% de la croissance démographique française de 2019. Si l'on compare ces 30% aux 4% cités précédemment pour l'ensemble des pays du monde, on arrive à une différence tout à fait conséquente, même si on a vu que ces 4% pourraient être réévalués. Cet écart provient en partie de celui de l'âge médian plus élevé des habitants de notre pays, puisqu'il se situe autour de 40 ans, contre 30 ans pour le reste de la planète. On peut aussi éventuellement y voir les conséquences d'une certaine gestion, et la faute n'a pas de chance, telle l'existence de ce qu'on a nommé en bon français le cluster évangélique de Mulhouse. On s'intéresse maintenant à l'impact inattendu du Covid sur les naissances. En fait, l'incertitude de la situation sanitaire a poussé certains couples à différer leur projet parental. Comme on le voit sur cette image, la baisse des naissances en France pour janvier 2021, c'est-à-dire 9 mois après le début du premier confinement, a été de 13,5%. On remarque aussi que cette baisse a affecté un certain nombre d'autres pays développés. Ce phénomène est d'ailleurs à rapprocher de ce que l'on nomme aujourd'hui l'éco-anxiété. On saura plus tard si ces naissances auront été rattrapées, mais à ce stade, on doit reconnaître que si on ajoute ce déficit de naissance aux excédents de décès, cela contribue à accentuer l'impact des pandémies sur la démographie des pays développés.
Par contre, comme on le voit sur cet article du Monde Afrique de juillet 2020, du fait des problèmes logistiques qu'elle induit, la pandémie aura peut-être un effet inverse sur les naissances d'un certain nombre de pays en développement. Ça n'est évidemment pas une bonne chose pour ces femmes qui suivent un parcours de planification familiale, ni même pour leur pays qui, comme on l'a vu, n'arrivent toujours pas à maîtriser leur explosion démographique. Eu égard aux mesures relativement liberticides prises pour endiguer cette crise sanitaire, on peut être inquiet concernant les futures crises écologiques qui pourraient advenir. D'ailleurs, si l'on remonte un peu en arrière, et même si elle ne nous a pas impactés dans la vie quotidienne de façon aussi pesante, souvenons-nous quand même de la pandémie de sida qui perdure depuis une cinquantaine d'années et qui nous oblige à certains gestes barrières auxquels nous nous sommes accoutumés. Comme on l'a montré dans cette présentation, les pandémies ne sont pas un fléau tombé du ciel. Elles sont à la fois le résultat de l'explosion démographique et de ses conséquences en termes environnementaux, mais aussi le contre-coup de l'évolution du mode de vie de l'ensemble de la population mondiale et des consommations qui en découlent. On va donc maintenant essayer de répondre à la question posée: peut-on lutter contre les pandémies en agissant sur la démographie ? Sur le court terme, il ne faut pas trop y compter, car la démographie possède une inertie certaine, et les évolutions significatives en ce domaine prennent au moins une génération. Sur une échéance de 5 à 10 ans, il faut donc s'en remettre aux études scientifiques, séquençage, modélisation, traitement, vaccins efficaces dans la protection et la non-propagation, ainsi qu'à la surveillance de la biodiversité et des virus ou bactéries qu'elle contient. On doit aussi développer des politiques publiques visant à réduire les vulnérabilités en améliorant les défenses immunitaires individuelles et en luttant contre les diverses comorbidités, dont l'obésité. L'amélioration des systèmes hospitaliers fait aussi partie des priorités, puisque ces hôpitaux sont, bien souvent, la dernière issue si toutes les barrières ont été franchies. Par ailleurs, un nouveau concept a vu le jour. Il s'agit de l'initiative One Health, une seule santé, qui vise à prévenir, entre autres, les maladies zoonotiques en associant à la fois les professionnels de l'agronomie, de la science vétérinaire et de la science médicale. En effet, toutes ces disciplines ont eu tendance avec le temps à s'hyper-spécialiser. Or, il est clair que les risques éco-épidémiologiques peuvent provenir de ces trois domaines, et les spécialistes de chacun d'entre eux doivent donc aussi travailler en commun. Concernant les diverses échéances, précisons que si, sur le court terme, il ne faut pas attendre de miracles de la part des politiques démographiques, il en va tout autrement sur le moyen terme, un peu après 2050, et évidemment sur le long terme, à l'horizon 2100. La lecture du graphique des projections de l'ONU montre qu'il existe une fenêtre de stabilisation de la population mondiale pour le milieu du siècle, variante basse en bleu, et malheureusement pas avant. Ensuite, il est possible d'entamer une décroissance qui pourrait être significative vers la fin du siècle, avec 7 milliards d'humains au lieu de 11. On ne serait pas encore au niveau de la population soutenable évaluée par notre association entre 3 et 4 milliards, mais un bout de chemin notable aurait été fait. Ceci étant, pour obtenir des résultats sur le long terme, il faut évidemment commencer à agir dès maintenant. Remarquons tout d'abord que certains pays européens ont des densités soit trop élevées, comme les Pays-Bas, avec leurs 508 habitants au kilomètre carré, et la Belgique, 383, ou déjà fort élevées, tel le Royaume-Uni, avec 281 habitants au kilomètre carré, et l'Allemagne, 240. Ceci comparé à la France et nos 120 habitants au kilomètre carré. Pour obtenir des résultats significatifs dans un avenir proche, il faut évidemment commencer à agir dès maintenant. On doit reconnaître que des politiques publiques
et des initiatives citoyennes sont déjà à l'œuvre, comme en atteste ce visuel. C'est heureux, mais néanmoins tout à fait insuffisant. Aussi, notre association préconise de conditionner les politiques publiques des pays occidentaux à l'aide au développement à des efforts et des résultats tangibles de la part des pays qui en bénéficient. Pour terminer, je ne peux que vous remercier d'avoir eu le courage d'aller jusqu'au bout de cette vidéo et vous inciter à nous rejoindre si vous partagez ces préoccupations et désirez faire avancer notre projet de décroissance démographique sur le long terme.